Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour tout le monde et on vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Langue déliée, un épisode un peu particulier puisqu'il s'agit du dernier épisode de la saison 2. Yes. Et cette fois-ci, pour le dernier épisode, on n'a pas une, mais deux invités. Bonjour. Ah, bonjour. Ouais, applaudissements. Et on est trop contente de finir avec vous en plus, donc ça Ouais. va être trop bien. Alors, pour contexte, avant qu'on les présente, eh bien, il y a environ un an, j'ai participé à une table ronde qui a été organisée dans le cadre de la semaine contre le racisme autour du mythe de la neutralité en psychothérapie et en sexothérapie. Et puis, cette rencontre, elle a été portée donc, par la doctoresse Feriel Chawachi, psychiatre, psychothérapeute, sexologue, sexothérapeute, et Amal Mermou Gréchi, psychologue, psychothérapeute, sexologue et sexothérapeute également. Et pendant cette table ronde, eh bien, je me suis dit, attendez, mais là, on n'est pas seulement en train de parler de la posture du ou de la thérapeute face au récit, au vécu des patients et patientes, mais on est aussi en train de questionner le racisme, y compris dans ses formes les plus silencieuses, ainsi que les empreintes du colonialisme dans nos manières de penser et de pratiquer la thérapie. Et là, je me suis dit, OK, là, c'est un vrai sujet. Là, vraiment, là, j'étais là, ouh, loulou. Un sujet auquel j'ai moi-même été confrontée en tant que patiente, évidemment. Aujourd'hui, je suis sexologue, mais j'ai été patiente et qui mérite, évidemment, clairement d'être mis sur la table aujourd'hui. Et du coup, dans cet épisode, on va vraiment interroger, comme tu l'as dit, du coup, le mythe de la neutralité qui nous paraît un sujet hyper déjà dans l'air du temps et surtout hyper important. Donc cette neutralité thérapeutique, notamment par la réévaluation des besoins en termes d'intersectionnalité. Et puis, on va également échanger sur les approches anti-oppressives, féministes et affirmatives au sein de la thérapie et comment ça se joue aussi entre thérapeutes et patients-patientes. Et puis, l'objectif, c'est d'explorer finalement la posture clinique qui devient un acte militant, surtout sur ces questions-là, je pense, on y reviendra, en mettant en avant justement les savoirs et les expériences plurielles. Alors, bonjour Feriel, bonjour Amal. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'être avec nous pour ce dernier épisode de la saison, hein, ce fameux, comme je dis, cerise sur le gâteau. Pour commencer, est-ce que vous pouvez justement vous présenter, donc chacune avec vos mots, pour notre auditoire? Alors, je commence par toi peut-être, Feriel. Oui, alors Feriel Chawachi, je suis psychiatre, psychothérapeute, comme vous l'aviez dit, sexologue, sexothérapeute. Je suis tunisienne. Je suis née, j'ai grandi dans une culture musulmane et je suis en Suisse depuis 2017. Ça, c'était concis, clair, on adore. Et puis pour toi alors, Amal? Moi, je suis Amal Mermou Greichi, psychologue, psychothérapeute, sexologue, sexothérapeute. Je suis une femme arabe, libanaise. Je suis en Suisse depuis 2012 et je travaille en clinique privée, en cabinet privé à Lausanne, avec une population plutôt adulte. Très bien, magnifique. Merci encore. Merci, ouais. Et du coup, je vais lancer la première question, comme ça on va pouvoir ouvrir les échanges. Alors avec Nicieta, on voulait aussi vraiment repartir un peu de la base et de vous demander, alors soit actuellement, soit aussi préalablement, quelles ont été ou quelles sont finalement vos motivations et réflexions justement concernant l'affirmation du mythe de la neutralité. Du coup, on vous écoute. Alors c'est vrai que ce sont des questionnements, comme on vous disait tout à l'heure, qui nous ont habités pendant des années, Amal et moi. Moi, je suis partie d'un constat clinique où, en travaillant dans les soins, j'avais travaillé aussi pas mal dans des institutions avant de m'installer en cabinet. J'ai vu que les personnes racisées étaient exposées à la double discrimination, la double peine, dans le sens où il y a le stress racial, avec tout ce que ce stress racial va venir engendrer comme symptômes psychiatriques, psychiques, de l'anxiété, de la dépression, de l'hypervigilance, des symptômes traumatiques, mais aussi sur le plan physique, parce que le stress racial va venir augmenter la prévalence des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, des douleurs chroniques, de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Ça va venir même donc induire des modifications épigénétiques. Et la deuxième double peine, du coup, ça va être
l'inaccessibilité aux soins. Ouais. Parce que les personnes racisées vont subir des discriminations dans des settings de soins qui vont faire que soit elles vont avoir moins envie de consulter, soit elles vont quand même consulter, mais elles vont malheureusement ne pas bénéficier de soins adéquats. Et du coup, à partir de ce constat-là, moi, je me suis posé la question par rapport à ma posture thérapeutique en tant que médecin, mais aussi en tant que psychothérapeute. Quand on voit que dans des études, on voit par exemple des études nord-américaines, il y avait une étude sur l'unité de tri, et du coup une femme blanche qui va consulter avec le motif de douleur thoracique face à une femme noire qui va consulter pour le même motif qui est une douleur thoracique, on va voir que la femme noire va se voir attribuer un degré d'urgence qui est minime par rapport à la femme blanche. Pareil, par exemple, le traitement antalgique qu'on va donner à des femmes noires, par exemple, toujours dans ces mêmes études, donc c'est un article qui a été écrit par l'équipe d'Unisanté à la revue médicale suisse qui s'appelle Racisme dans les soins. Et là, donc, ils ont repris toutes ces études-là. On va voir, par exemple, que les femmes noires vont avoir 29% de chances d'être moins traitées au niveau antalgique que d'autres femmes blanches. Le fameux syndrome méditerranéen. Donc, on en parle. On a parlé d'ailleurs dans l'épisode avec la doula, je crois. Oui. Exactement. Oui. La doula. Oui. Il y avait aussi une étude qui m'avait frappée. C'était chez les femmes autochtones australiennes, on voit que l'espérance de vie est réduite de 19 ans par rapport aux femmes blanches australiennes. Les hommes autochtones, donc leur espérance de vie est réduite de 21 ans. Je pense qu'il est temps de se poser les bonnes questions et de repenser en tout cas le setting de soins en général, pas que psychothérapeutique ou sexothérapeutique. Très juste. Pour toi, Amal, justement, tes motivations, évidemment, j'imagine que ça se rejoint. Pour moi, ça s'est passé plutôt à l'envers, dans le sens où j'ai commencé pour notamment écrire un mémoire lors de la formation en sexologie, sexothérapie. Je me suis questionnée sur finalement comment est-ce que moi, je prends en charge des personnes racisées. Et du coup, je me suis d'abord posé la question de mon approche qui est la thérapie systémique, de comment on fait en thérapie systémique, on prend en compte un peu les relations importantes, on vise un peu à ne pas être neutre, à essayer d'avoir un peu ce qu'ils appellent la partialité multidirectionnelle, ce qui veut dire on va essayer d'avoir un peu une position partiale, mais vis-à-vis des différents membres du système, etc. Et du coup, en faisant ça, ça part déjà d'une bonne base, mais ce qui manquait, c'était un peu, de mon point de vue, la prise en compte de la société dans laquelle évoluent les personnes de manière générale et les personnes racisées en particulier. Et c'est là que je me suis retrouvée un peu face au constat qu'en fait, on ne peut pas prendre en charge des personnes racisées en tant que thérapeute sans prendre en compte une société dans laquelle ces personnes évoluent, qui est blanche, européenne, occidentale, et du coup, sans prendre en compte aussi tout ce à quoi ces personnes font face en termes de racisme, de discrimination, et que du coup, on ne peut pas être neutre en tant que thérapeute. Je crois qu'on a fait 10 épisodes où les 10, on a dit on ne peut pas être neutre. J'adore. Alors vraiment, même peut-être la première saison aussi. Oui. C'est vrai qu'on en a quand même déjà pas mal parlé, mais c'est super de voir aussi que même si ça part pas peut-être du même exactement modèle, ou en tout cas que ça anime, et puis que peu importe, en fait, ça a la même finalité qui est, mais là, en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir aussi, et c'est le but, et c'est ce qu'on a vu quand même aussi, même avec Avril, dans l'épisode avec Avril Nix qu'on a eu la dernière fois, où en fait, juste, c'est déjà une rencontre. Et on part de ça, et c'est du coup des vécus, des expériences, des modèles, des schémas, et en fait aussi tout ce qui se passe au niveau même systémique du modèle familial, et dans quel système on est finalement. Et je trouve que ça fait sens aussi, la formation de sociologue, ça fait sens, parce que du coup, évidemment aussi en psychothérapie systémique, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent aussi là-dedans. Enfin, quand je dis rejoignent, c'est-à-dire que vu que c'est comment on fait l'individu sens autour de lui, et comment ça se régit, c'est dans ce sens où je trouve aussi la sociologie, c'est intéressant de voir comment on peut
mélanger entre savoir sociétal et posture aussi Mhm. thérapeutique. Mhm. Et puis être conscient justement de ce qui se passe au niveau sociétal dans Oui. ce sens-là, quoi. Mhm. Qu'est-ce qui se joue? Mhm. Et puis savoir et politique, c'est des choses Bah oui. qui vont ensemble. Hein. Clairement. Ça, c'est les dires de Foucault, c'est pas les miens au cas où. Mais voilà, on le sait. On le sait. Et du coup, on voulait aussi, nous on sait notre expérience, mais de voir aussi dans la formation, finalement, dans les formations, entre vision étriquée, schéma et modèle de classique, mais aussi du coup relativement un peu monovision comme ça, et raciste, des modèles qui sont proposés dans les formations aussi. Quelles étaient un peu vos impressions avec ça, vos ressentis Alors, c'est clair que pour moi, la blanchité a été le prisme pour penser la norme dans mes études de médecine en général, mais pas que de médecine, en psychiatrie, en psychothérapie et en sexologie. Le modèle en médecine, c'est l'homme blanc, cis, hétéro de 40 ans. Donc, on a théorisé à partir de ce modèle-là. Et puis, il y a toute autre forme de diversité a été un impensé. Alors, en psychothérapie, c'est encore plus compliqué parce qu'il n'y a pas que le fait que ce soit un impensé, mais il y a vraiment une invisibilisation, voire une pathologisation de l'expérience subjective d'une personne racisée. On a tendance à... oui, par exemple, dans le terme ethnopsychiatrie, c'est un terme qui ne va pas visibiliser tous les enjeux de domination et d'oppression. Donc, il y a une volonté... c'est vrai que en psychanalyse... un des 3 fondements de la psychanalyse est la neutralité bienveillante. Moi, je vais reprendre le terme de Tamir Ayouch qui parle plutôt de neutralité malveillante, parce que c'est là où on se pose la question. Est-ce que cette neutralité bienveillante, elle est au service de qui exactement? Moi, je pars du postulat qu'elle est plutôt au service du ou de la thérapeute. C'est lui, c'est elle qui n'a pas la capacité d'entendre le récit d'une personne racisée. Et du coup, on va se défendre de cette réalité interne, on va plutôt la reléguer dans le champ des réalités externes, et on va du coup reproduire le même système de domination, d'oppression. On va venir invisibiliser une expérience traumatique, un vécu intergénérationnel, on va venir silencier des personnes, parce que la question aussi de la circulation des paroles, qui, d'ailleurs, Tamir Ayouch pose ces questions-là dans son livre « La race sur le divan », qui parle, qui a le droit de poser des questions, qui écoute et comment on écoute aussi. Ça, c'est très intéressant. Comment on écoute. Exactement. Ça fait toute la forme. Exactement. Pour toi, comment justement aussi tu le vois un peu tout ce manque qu'il peut y avoir? Déjà, si on regarde un peu les bases, les fondateurs de la psychologie, on regarde la liste, c'est principalement des hommes blancs euro-américains. Des fois, il y a une femme blanche qui glisse un peu là-dedans, et parfois, il y a une personne un tout petit peu moins blanche, entre guillemets, tout en restant blanche, qui va être genre un homme blanc mais argentin. Oui. Genre, voilà. Donc, déjà, en termes de... voilà. La diversité, c'est clair. Donc, la base, c'est déjà ça. Après, si on regarde aussi toutes les études qui sont faites pour les questionnaires de diagnostic, de dépistage, toutes les études qui sont faites sur tout ce qui est en lien avec la psychologie, c'est souvent fait aussi par des blancs, publié chez des éditeurs blancs, et sur une population blanche, avec un peu comme norme finalement l'homme cisgenre, hétérosexuel, blanc, de classe moyenne. Et même les études qui vont des fois porter sur des personnes racisées vont être des fois ou souvent même faites par des blancs, etc. etc. Donc voilà, il y a déjà de base un grand manque en termes de comment est-ce qu'on prend en compte finalement les expériences des personnes racisées quand on parle de psychologie et de psychothérapie et de thérapie de manière générale. Par rapport au diagnostic aussi, on peut faire pas mal de critiques et remettre même en question certains diagnostics qu'on essaye d'appliquer comme ça, tels qu'ils sont définis sur des personnes. Je pense notamment à ce que dit par exemple la psychiatre palestinienne, la docteure Samah Jabir, qui elle parle beaucoup elle vit en Palestine occupée, elle travaille avec des Palestiniens, et elle parle beaucoup de l'expérience justement d'être une psychiatre
qui suit des Palestiniens qui vivent sous occupation et qui font face à un génocide. Ouais. Et donc, elle, par exemple, elle va remettre en question le diagnostic d'état de stress post-traumatique, parce qu'elle va dire déjà que c'est problématique en lien avec ses racines militaires. Elle va aussi parler du fait que c'est un peu pour déjà poser le diagnostic. On a des critères de ce que c'est que les symptômes qu'il faut prendre en compte pour dire oui, cette personne a un état de stress post-traumatique. Mais déjà, dans qu'est-ce que c'est un trauma, on ne prend pas en compte l'oppression, mais aussi dans les symptômes, on ne prend pas en compte des symptômes qui ne vont pas se manifester exactement de la même façon comme c'est défini par le DSM, quoi. Genre, elle dit que, par exemple, pour les Palestiniens, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des symptômes psychosomatiques ou des problèmes un peu plus physiques qui vont être une expression du trauma. Mais du coup, là, si on suit vraiment le DSM, on ne peut pas les diagnostiquer. Et enfin, elle dit aussi que pour les Palestiniens, par exemple, il n'y a pas la notion de poste, en fait. Non, parce que les personnes sont toujours en train de vivre le trauma. Ouais. Ce que moi, je pousse un peu plus loin, mais ce n'est pas que moi. Il y a pas mal de personnes qui se sont posé la question de même les personnes qu'on suit ici, si on parle par exemple de personnes requérantes d'asile ou comme ça. Est-ce qu'on peut parler du post-traumatique? Je suis vraiment pas sûre. Parce que finalement, l'insécurité, la peur, le danger... Justement, le contexte, le les déracinement. Mais oui, est-ce que je vais pouvoir rester en Suisse? Est-ce que je vais obtenir l'asile? Est-ce que je vais être envoyée en Pologne ou je sais pas quoi, ou pire chez moi? Voilà, donc tout ça, ça fait qu'on n'est pas tellement dans le post-traumatique. Et du coup, pour moi, on doit remettre en question comment on prend en charge les personnes. Et tout le système d'accueil aussi, j'ai envie de dire, a mal... Exactement. Évidemment. Parce que tu viens avec donc, le devoir d'apprendre une langue en 3 mois, donc voilà, gérer toute la charge administrative. C'est pas un système qui va favoriser une inclusion, c'est un système qui va plutôt aller vers une intégration. Et c'est-à-dire, je distingue vraiment les deux, parce que l'intégration, c'est on va demander à la personne de faire des efforts pour pouvoir... en tout cas s'adapter, pour moi c'est suradapter dans un système dominant. L'inclusion, c'est plutôt tenir compte du parcours de vie de la personne et de l'étape de vie qu'elle est en train de traverser, puis faire un pas vers elle pour pouvoir favoriser le vivre ensemble. Et oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on demande finalement aux personnes? Est-ce qu'on leur demande de s'effacer, de se lisser pour entrer dans un moule, ou est-ce qu'on accepte la diversité, on les accueille avec leur singularité, puis on essaye de leur trouver une place. Puis on n'est pas du tout dans une même posture. Et je trouve que c'est super intéressant ce que vous soulevez, parce que je trouve aussi que du coup c'est très dans un processus, alors je suis complètement d'accord, et d'intégration, mais aussi dans toute la manière dont ça se fait, c'est d'une violence quand même, quand on comprend pas la langue, quand c'est pas forcément la manière dont ça fonctionne, d'où on vient. Et puis finalement, plutôt que d'accompagner, de soutenir dans ces processus qui font quand même partie du fonctionnement, mais c'est de se dire qu'à chaque étape, il y a une confrontation hyper violente, de nouveau, et finalement, c'est horrible à vivre, j'imagine. Je ne l'ai pas vécu, mais voilà. Et ça remet en question tout plein de choses aussi, et je trouve que ça renvoie à quelque chose de l'incapacité, aussi, qui n'est pas réel finalement. Du coup, par rapport à ce qui a été discuté, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement le terme de racisme structurel, c'est-à-dire un racisme qui fait partie de nos sociétés, qui est quand même ancré, et qu'on vient justement, et d'où l'épisode ici, et puis plein d'autres choses qui se passent en dehors de l'épisode, qu'on vient justement re-questionner et visibiliser dans ce sens, puisque souvent c'est invisibilisé. Exactement. J'ai envie de rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que alors je ne veux pas faire de généralisation, mais dans le récit des personnes que j'accompagne, des personnes racisées, bien sûr que le racisme individuel, que les micro-agressions au quotidien, les agressions physiques, ça peut aller jusqu'à donc des meurtres racistes. Oui, ça fait mal, mais ce qui est encore plus insidieux, pénible, c'est ce racisme qu'on ne va pas nommer, c'est ce racisme structurel qui va se manifester dans les institutions de l'État.
Ça va être dans, par exemple, la violence policière, ça va être dans les chances d'obtenir un poste, ça va être dans les entretiens d'embauche, est-ce que je peux avoir cet appartement ou pas, et ça va être aussi dans les institutions de soins. Ouais. Complètement. Puis finalement, en fait, le racisme que les personnes subissent à un niveau individuel s'inscrit dans ce racisme structurel et est légitimé par ça. Totalement. Bien sûr. Et je reprends quand même parce que du coup, j'ai l'impression que c'est aussi, c'est sur plusieurs niveaux et c'est constant. Et en fait, c'est cette constance-là qui fait aussi que c'est de plus en plus, comment dire, pas intériorisé, mais d'une certaine manière, pas accepté non plus, mais voilà, où on banalise presque parce que c'est constant. Oui. Et c'est quelque chose, du coup, qui il est normalisé. se forme. Ouais, totalement. Exactement. Et mais même pour les personnes qui le vivent, du coup, c'est dur de ressortir de ça parce que c'est partout, tout le temps, sans généraliser, mais voilà, où ça arrive quand même à plusieurs niveaux, à plusieurs reprises et plusieurs fois sous différentes formes dans une même journée, quoi. Oui. Oui. Oui, et c'est vrai que une des formes, en tout cas, de racisme structurel dans les institutions, dans les hautes écoles, ça va être, pour moi, cette notion de colonialité du savoir, qui est une des bases des études décoloniales, en tout cas de la notion de colonialité, c'est-à-dire que le colonialisme ne prend pas fin une fois qu'il y a eu une démilitarisation. Il y a une trace qui reste, le colonialisme continue à exister, déjà psychiquement, parce on s'est construit en tant que subjectivité ayant subi en tout cas le colonialisme, mais aussi la colonialité donc, de l'être, du pouvoir, du genre et du savoir. Et dans la colonialité du savoir, ça va être... alors, c'est jamais dit ouvertement, mais ça va être une sorte d'hégémonie culturelle blanche, où là, on va accorder beaucoup plus de crédit, on va accorder uniquement du crédit à un savoir qui est produit dans l'Occident, avec ces fameux, donc un impact factor, donc tous ces journaux scientifiques, et on va venir délégitimer un savoir qui est produit dans le Sud global, on va venir donc le minimiser, le réduire à une expérience subjective, ou alors à une portée militante. Et du coup, prétendre une neutralité du savoir scientifique, pour moi, est une manifestation du racisme structurel dans les hautes écoles et puis dans les institutions de santé aussi. Tout à fait. Et pour reprendre ce que tu disais aussi, notamment pour la population palestinienne et l'exemple que tu prenais tout à l'heure, je trouve aussi que c'est hyper intéressant, ce que tu soulèves aussi, c'est de se dire que finalement, les expériences subjectives, elles sont soit posées dans un cadre et du coup, soit ça valide, soit ça invalide. Exactement. Au lieu de se dire, on élargit les théories et on réfléchit différemment parce que clairement, les expériences permettent de dire que c'est peut-être restreint ou c'est peut-être pas complètement juste. Et je trouve que ça, c'est aussi hyper important et c'est notre prochain point, c'est aussi cette posture qui est politique. Et c'est que de se dire que l'expérience des personnes racisées, mais pas seulement, de chaque personne, de la manière dont elle vit les choses et tout ça, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans l'espace thérapeutique et de se dire, mais c'est pas dans mon cadre de lecture par rapport à mon savoir. Déjà, je suis pas très d'accord avec ça parce que pour moi, c'est une collaboration, mais voilà, que je vais cadrer et je vais t'imposer ce que tu dois ressentir ou la manière dont tu le vis ou comme ça. Et je trouve que ça, c'est aussi hyper important de le soulever. Bien sûr, parce que finalement, je pense qu'en tant que thérapeute, on a un peu deux options. Soit on est oppressif en essayant de vraiment calquer un modèle qui ne marche pas sur des personnes sur qui ça ne marche pas. Ou alors, on peut essayer d'aller vraiment vers les personnes de nouveau dans leur singularité et voir comment on peut les accompagner. Et là, on essaye d'être dans quelque chose qui n'est pas oppressif. Oui, parce qu'effectivement, on se défend de cette notion du politique dans la psychothérapie, alors que la psychothérapie est par essence politique. On va venir accompagner des personnes qui sont traversées par tout un cadre socio-historique et politique. Et les effets de la psychothérapie sont politiques. Donc, soit on va venir minimiser, banaliser, normaliser une expérience de racisme, ou alors on va venir plutôt émanciper, réparer, aider la personne à se réparer et travailler et créer une affirmation de soi, une agentivité. L'agentivité est quelque chose qui est... Et moi, ça m'étonne beaucoup, l'agentivité, à quel point
on le mentionne pas suffisamment à mon goût. Dans les soins, là, je parle vraiment de manière générale. Peut-être qu'en thérapie, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression. Hein. Mais au-delà des thérapies, dans les soins, et vraiment de manière générale, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Quoi. Et on le remarque, c'est un terme qui est encore bien méconnu, encore beaucoup méconnu. Et moi, la première, je l'ai appris assez tardivement quand même, pour dire. Et quand je l'utilise avec la patientèle, pour aussi leur montrer que justement, il y a besoin de cette agentivité, et notamment avec une patientèle racisée, eh bien, où je vois qu'il y a eu énormément de discrimination structurelle sur plusieurs plans et plusieurs domaines, eh bien là, vraiment, on remet ça en place. Et puis, on voit la différence. On voit la différence, déjà, on apprend un mot, pour les personnes qui n'ont pas connu le mot. Puis ensuite, après, on essaie vraiment de l'intégrer, quoi, de se dire, ouais, clairement, en fait, j'ai ma voix, j'ai mon pouvoir, quoi. Et ce qui permet vraiment de ne pas tomber aussi dans des dérives où la thérapie devient une béquille qui n'est plus possible. Enfin, la dépendance thérapeutique aussi, parce que finalement, si on n'arrive jamais sur cette agentivité, c'est ça qui se passe aussi, quoi. Ouais. Pour justement un peu terminer le sujet posture politique, qu'est-ce qu'il en est un petit peu de ce militantisme professionnel dans vos pratiques, peut-être par toi, Fariel? Alors, pour moi, c'est vraiment adopter une posture thérapeutique antiraciste. Alors, peut-être, moi, ce qui m'avait aidé au début de mon parcours, en tout cas militant, ça a été les théories critiques de la race, où là, pour moi, ça a été vraiment des lieux d'énonciation qui m'ont permis déjà de m'affranchir d'une normativité blanche, de pouvoir faire exister ma subjectivité en tenant compte de sa singularité. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, on parlait effectivement de racisme épistémique. Pour moi, il y a vraiment deux champs d'action. Il y a un champ d'action individuel, en tant que personne, en tant qu'individu psychothérapeute. Là, donc, on va plutôt parler de comment travailler avec les personnes racisées et non pas sur les personnes racisées. Donc, laisser de la place pour leurs récits, les visibiliser. Je rigole parce qu'en fait, mais oui, je fais plein de Je liens. l'entends. J'ai vu que tu as entendu. Oui, parce que c'est ça, pour moi, c'est ça la différence d'un accompagnement safe, éthique, et d'un accompagnement où, oui, je prends en charge une personne racisée, mais concrètement, je suis en train de travailler sur la personne racisée. Je ne suis pas en train de l'inclure, je ne suis pas en train de tenir compte de sa réalité. Je ne suis pas en train d'admettre que la race existe, non pas au sens biologique, non pas au sens ontologique, mais la race comme construction sociale, la race existe sur le plan relationnel. Et du coup, l'impact aussi de la racialisation sur la construction identitaire des gens. Pour moi, c'est ça, une posture antiraciste profondément. Dénoncer aussi les enjeux de pouvoir, dénoncer les violences systémiques, dénoncer tout ce qui se passe au niveau structurel. Et le deuxième champ d'action va être plutôt pas individuel du coup, mais il va être structurel. Et là, je reprends le terme de racisme épistémique, où il y a cette suprématie d'un savoir blanc, d'une grammaire comme ça hégémonique, blanche. Là, on va commencer par peut-être une sorte d'humilité épistémique. On va reconnaître que non, il n'y a pas un universalisme monologique qui va parler à tout le monde. Donc, une pratique comme ça de décentrement. Donc, il y a un savoir blanc, ok, peut-être qui va correspondre à une réalité, à une certaine réalité, mais pas à la réalité de tout le monde. Et la justice épistémique, ça va être plutôt faire exister, laisser de la place pour d'autres rationalités qui sont produites par le Sud global et des cosmologies aussi autochtones. Et puis, ça va être plutôt une action de redistribution de l'autorité épistémique. Qui a le droit de théoriser, qui a le droit d'écrire, qui a le droit de penser, qui a le droit de publier. Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, en tant que thérapeutes, oui, on a nos biais à nous, mais il y a aussi toute une base de fondements, d'épistémologie, de savoir qui sous-tendent nos pratiques. Donc peut-être qu'on est assez déconstruit, mais notre pratique n'est pas déconstruite parce que la psychothérapie, comme on l'a appris, elle est blanche, elle est faite par les blancs et pour les blancs.
extrêmement juste. Mais c'est exactement ça, un peu dans entre ce qu'on a appris et comment on se positionne et comment on veut. Et je trouve que la finesse de la distinction entre sa posture, qui peut être déjà un peu réfléchie, dans la réflexivité et tout ça, contrairement à la pratique, qu'on pratique finalement, ouais, je trouve que c'est hyper pertinent aussi de se dire, parce que des fois c'est dur à jauger où ça se joue aussi et dans quels éléments et dans quelle lecture aussi. Et du coup, je trouve que c'est une bonne finesse à apporter. Bien sûr. Et n'oublions pas que il y a toutes ces épistémologies de positionnement, en gros, qui disent que la personne opprimée est la mieux placée pour parler déjà de son lieu d'énonciation de personnes minorisées. Donc, elle est la mieux placée pour parler de son oppression. Et le savoir est toujours beaucoup plus pertinent quand il est produit par la marge, non pas par le centre. Donc, comment ça se traduit un petit peu pour toi de manière générale ? Alors, ça rejoint un peu beaucoup de choses que Feriel a déjà dit, mais je vais plutôt parler, moi, de ma pratique vraiment clinique. Pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, aller à la rencontre de chaque personne dans sa singularité, essayer de voir comment est-ce que je peux accompagner chaque personne par rapport à ses propres besoins, où est-ce qu'elle en est aussi dans son chemin, dans son parcours. Et puis le militantisme, ça passe justement, comme tu le disais, Feriel, par des choses toutes simples comme nommer les choses. Des fois, juste nommer le racisme quand on le voit. Parfois, les personnes en sont conscientes, mais ça soulage d'entendre quelqu'un qui valide. Parfois, les personnes n'en sont même pas conscientes. Et d'un coup, ça permet de se dire « Ah oui, en fait, c'est ça qui arrive. » Donc, c'est vraiment déjà être dans une posture de non-neutralité, de dire quand les choses sont clairement problématiques et de valider un peu des fois l'expérience aussi des personnes. Et puis après, c'est vraiment aller voir comment est-ce que chaque personne peut être accompagnée individuellement. Un autre point qui est important pour moi de prendre en compte, c'est toute la thématique de la déshumanisation. Parce qu'en fait, les personnes qu'on rencontre dans nos cliniques sont souvent déshumanisées. Elles le sont des fois, alors quand on parle de personnes migrantes de première génération, par exemple, elles peuvent même l'avoir été avant d'arriver en Suisse. Et donc, il y a un truc qui est la déshumanisation. En gros, la déshumanisation, c'est ôter les caractéristiques humaines à un être humain et le considérer comme, ça peut être un animal, une bactérie, enfin voilà, c'est en gros, c'est dans son nom, quoi, déshumaniser. Et donc, pour moi aussi, dans cette posture militante, il y a un côté où c'est important de prendre cette déshumanisation-là en compte, parce que ça peut avoir beaucoup d'impact sur la santé mentale d'une personne. Déjà parce que c'est pas évident en soi à vivre comme expérience, mais aussi parce que des fois peut en découler ce qu'on appelle l'oppression intériorisée ou le racisme intériorisé, qui est en fait quelque chose qui va se manifester par une haine de soi. Donc on m'a tellement dit que je suis nulle, que je suis un rien, que je suis un barbare, que je suis je ne sais pas quoi, que je vais finir par le croire et me penser comme tel. Et ça, c'est un point super important pour moi, pour la thérapie avec les personnes racisées, c'est de prendre en compte cette déshumanisation, l'aspect ou la notion de l'oppression intériorisée et de la haine de soi, pour après voir en fonction de où en sont les personnes, comment on les accompagne. Parce qu'une personne qui est, par exemple, dans un truc de haine de soi, ça sert à rien de venir lui dire « Ah, mais qu'est-ce qui est important dans votre culture d'origine ?» et comment vous... Enfin, on n'est pas là-dedans, quoi. C'est déjà un peu comment on peut travailler pour conscientiser cette oppression intériorisée, pour pouvoir après en sortir et éjecter un peu l'oppresseur de nous pour après se reconnecter à son humanité. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment dans un peu au centre de ma pratique. De repartir de... Ouais, je trouve que c'est hyper important et moi, je le vois des fois en consulte de dire aussi, mais de réfléchir aux limites, aux besoins. Puis en fait, des fois, on n'en est pas du tout là parce qu'il y a effectivement, alors soit ce racisme intériorisé, mais aussi
où des fois on n'est pas à ce stade, quoi. Et du coup, c'est très dur de nommer, de verbaliser, d'arriver même à réfléchir et à fonder cette pensée-là de la reconstruction. Et, et puis ça fait que même on n'est pas capable, des fois où on est dans une difficulté, de nommer le racisme quand on y fait face, parce qu'on pense qu'on le mérite. Oui, Quoi. oui, oui. Donc, des fois, c'est tellement profond et comme ça qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. C'est assez intéressant parce que mon conjoint, il avait dit pour Mathilde et moi-même qu'il aimait extrêmement notre approche au-delà intégrative et inclusive, au-delà de cet aspect un peu plus théorique. Et ben, il disait que notre approche a été extrêmement humaniste, en ce sens où on est proche des vécus des autres et surtout qui sont pris en considération et que l'autre, donc la personne en face, la patiente, elle a sa voix, quoi. Et puis en fait, elle existe, elle existe avec tout ce qui fait sens autour et on prend en compte ça, quoi. On considère, on légitime. Et puis c'est vrai que j'étais hyper d'accord avec lui. Alors je le savais, mais en fait juste de fait qu'il l'avait dit, j'étais là, oui, clairement. Et puis ça fait sens avec ce continuum de déshumanisation qui peut se faire aussi. Et que du coup, ce genre de posture, ça permet de justement réhumaniser les personnes et de leur rendre leur humanité. Puis après, on travaille, en fait. Après, on regarde pour mettre des objectifs. Après, on fait de la thérapie. Mais c'est aussi de la thérapie quand même. Je veux dire, après, on met des objectifs traditionnels, un peu de thérapie. Puis dans cette idée de réhumaniser donc, les personnes, pour moi, ça passe par des fois des choses très concrètes. Du genre, je sais pas, accompagner une personne... a droit de rester s'il faut, parce que la personne est menacée de renvoi de la Suisse et puis que la personne ne parle pas français, j'y vais. C'est pas materner les personnes, c'est juste les accompagner le temps qu'elles puissent trouver après des piliers qui sont pas moi pour pouvoir se sentir bien dans leur vie dans ce pays. Ça peut aussi être travailler sur des aspects identitaires, de finalement faire le tri un peu, une fois qu'on prend conscience, bien sûr, de la haine de soi intériorisée, de finalement, moi, je suis qui après tout ça? Qu'est-ce que je veux prendre de ce qui est mes origines? Qu'est-ce que je veux prendre aussi de cette société d'accueil qui finalement peut-être a aussi du bien, enfin pas peut-être, a du bien à donner? Donc, c'est un peu tout ça. Puis aussi, pour moi, un truc qui est super important, c'est l'aspect de mettre l'accent, promouvoir quelque chose de l'ordre de la résistance par rapport à ce dont on parle sans arrêt, c'est la résilience, la résilience. Puis justement, la docteure Samar Jabir, palestinienne, elle compare résilience et résistance, et elle dit qu'on a meilleur temps de viser quelque chose qui est de l'ordre de la résistance, parce que, alors que la résilience, c'est quelque chose d'interne, en fait, c'est un peu individuel. La résistance, c'est plus quelque chose qui vise l'action, qui est collectif, qui permet aussi de lutter contre l'effacement de soi, de son identité, et contre le trauma collectif aussi, dont souffrent beaucoup de personnes qu'on rencontre en thérapie. Exactement. Et c'est vrai qu'à Mal et moi, on considère que nos settings psychothérapie sont des espaces de résistance. Une résistance lutter effectivement contre le culturicide aussi. Donc, ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas qu'un nettoyage ethnique, mais aussi une sorte de nettoyage aussi culturel. Et la psychothérapie peut constituer un espace où on va pouvoir résister par la langue, on va pouvoir résister par l'art, on va pouvoir se désubalterniser. Parce que je rappelle que Gramsci définit le subalterne non pas comme la personne opprimée qui n'a pas accès à ses droits, mais aussi comme une personne qui n'a pas accès surtout à une représentation de soi. Et on manque de figures racisées qui prennent la place, qui parlent, qui libèrent la parole pour que les jeunes racisés puissent en tout cas se voir et se représenter en elles. Pour moi aussi, je considère que comment on peut, nous, en tant que thérapeute, résister dans la psychothérapie par déjà, comme on l'a dit, on l'a redit, cette éthique de reconnaissance pour pouvoir donc reconnaître tout ce bagage traumatique, cet héritage colonial, l'inscrire dans une histoire, dans un contexte aussi socio-politique et surtout restituer la dignité parce que Norman Ajari parle dans son livre La dignité ou la mort
Je vais reprendre ses propos, les paraphraser, mais il dit en gros que la dignité n'est pas une valeur qui est distribuée d'une façon égale chez tout le monde. La dignité est pour les Blancs et lui, il parle plutôt donc, des personnes noires. Moi, je vais généraliser ça aux personnes racisées. On va devoir aller arracher cette valeur. Donc, ça doit être un acte de résistance éthique radicale. Complètement. Tu sais, je vais reprendre des termes que vous avez utilisés les deux. Donc, déjà, pour reprendre, entre le qui suis-je, effacement de soi, nettoyage culturel, résister par différentes choses, c'est vraiment ça que j'ai retenu entre ce que vous avez dit. Et évidemment, moi, je m'appelle Nissieta Vladaï. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça vient pas d'ici, pardon. Et j'aime bien toujours donner un peu des notes aussi, parfois personnelles, où ça a été un travail qui était présent. Moi, je suis née en Suisse. Mes parents sont là depuis plus de 30 ans. Et l'effacement de soi, c'est présent. Au bout d'un moment, en fait, on a l'impression qu'on doit être un peu différent. C'est pas trop comment on peut être, nous, pleinement dans la culture. Et il y a plein de choses qui se jouent, qui font que l'identité est compliquée, peut être compliquée dans ce sens-là. Et le nettoyage culturel qui se fait vraiment silencieusement, quoi. En plus, Valais, moi j'habite en Valais, quoi. Encore une fois, j'ai pas besoin de vous expliquer les politiques du Valais, mais c'est ça, c'est qu'on se retrouve vraiment dans un nettoyage et le fait de pouvoir ensuite, admettons, si on souhaite faire une thérapie, de pouvoir retrouver cette résistance en thérapie, mais waouh, quoi. Enfin, ce serait merveilleux, donc vraiment, prenez note. et je rebondis, mais je trouve que c'est aussi important parce que pour moi, c'est aussi l'essence de notre travail. Et en tout cas, je vais être un peu jugeante, mais ça devrait l'être. Mais c'est de pouvoir mettre à disposition, déjà rien que ça, des espaces où en fait la personne peut trouver son équilibre. Et parce que ce que tu disais, c'est aussi hyper intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je garde, qui suis-je, même si j'arrive dans un pays d'accueil. Et puis, qu'est-ce que je garde aussi de ce pays d'accueil, parce que peut-être il y a des choses à garder. Mais c'est de créer cet espace qui, du coup, devient aussi multiculturel et d'une façon un peu poétique aussi, multicolore, parce que finalement, on est teinté de plein de choses et de toutes les rencontres qu'on fait. Et en fait, c'est une richesse. Et c'est pas quelque chose sur lequel on doit tirer un trait parce qu'il y a pas de honte, déjà, et il n'y a pas de culpabilité à avoir en se disant mais on garde des choses de là d'où on vient et des choses qui nous ont construits et qui font de nous les personnes qu'on est, quoi. Mais c'est tout un travail, clairement, quoi. Mais c'est essentiel de pouvoir être dans le soutien de ça aussi, je pense, et c'est des espaces que vous offrez, donc bravo. C'est trop chouette. Puis, non seulement il n'y a pas de honte à avoir, c'est même assez problématique si on se retrouve dans une situation où on ne garde rien de qui on est et d'où on vient. Et c'est là finalement que aussi il y a des pathologies, des symptômes, des souffrances qui apparaissent. C'est quand les personnes se trouvent dans une situation où elles ne se sentent pas autorisées à garder des parts, en tout cas, de leur identité d'origine. Et ça, c'est quand même super problématique. Donc, je dirais même au-delà il n'y a pas de honte à avoir, il faut plutôt viser ça, quoi. La fierté aussi, et la reconnaissance de ces parties. Oui, et la fierté, la fierté d'être soi. C'est un point super important. C'est quelque chose, ça, vraiment. Ça, c'est... Alors, nous, on en parle ici, c'est pas qu'on en parle simplement, évidemment qu'on a bien conscience de tout ce qui se joue derrière, mais effectivement, la fierté d'être soi, quoi, c'est... Et se réapproprier son narratif. C'est ça. C'est ça le service. C'est ça que la psychothérapie décoloniale peut amener finalement aux personnes racisées. C'est pouvoir se retrouver, se ressaisir et se raconter les choses différemment. Et qui vient valoriser justement sa personne, son identité et son vécu, quoi. Bien sûr. Trop bien. On arrive gentiment au bout de cet épisode, c'est toujours trop court. Mais on pose toujours la question, pour bien clôturer le sujet, si vous aviez des idées fortes que vous aimeriez mettre en avant, alors ça peut être une ou plusieurs, voilà, sur laquelle aussi ça nous permet de finir un petit peu. Comment ça, Viviane ? Du coup, moi, j'avais envie de finir sur l'idée que pendant longtemps, les personnes racisées, les personnes du Sud global ont reçu le message de l'Occident comme quoi on devrait prouver notre humanité.
Et aujourd'hui, je pense plutôt, surtout quand on regarde l'histoire et l'histoire enfin lointaine et récente, je pense que c'est plutôt aux Blancs, en fait, de nous prouver J'adore. leur humanité. Oui, merci. Merci, mais pas Voilà. vraiment, parce que pour Je moi, sais. c'est aussi important de dire aux personnes qui consultent des thérapeutes qu'elles ont le droit de se demander si elles se trouvent face à un humain et si la personne face à elle aussi les humanise ou plutôt pas, et que si elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, elles ont le droit de changer. Oui. Faut Et pas sans rester se dans le justifier, Oui. sans... Ça, Exactement. ça, c'est On quelque peut chose en qu'on parler. remarque, hein. Bien On sûr. peut décider d'en Mais c'est pas- parler, on peut décider de thématiser, Ouais. mais Tout à c'est fait. pas obligatoire. Mhm. On peut partir, restez pas dans des situations maltraitantes, quoi. Mhm. Oh, j'adore. Et je me permets juste de faire le lien parce que je trouve que c'est le lien parfait. Mais avec Avril, on parlait d'éduquer nos thérapeutes. Eh ben Et non. non, exactement. Et c'est pas ce rôle-là qu'on est Exactement. censé avoir. Ouais. Et je pense que ça fait Oui. le lien avec ce que tu dis. Ouais. Puis du coup, ben, je rebondis. Oui. Hein, mais autre message. Ma rage sort. L'autre chose, c'est que vraiment, nous, thérapeutes, c'est à nous de nous former et de nous informer. Mhm. C'est pas aux thérapeutes racisés de vous informer et de vous raconter comment ça se passe. Mhm. Et encore moins aux patients, patientes. Mhm. C'est à vous de faire le boulot, quoi, Bah oui. évidemment. Complètement. Mhm. Ouais, je suis très d'accord. Et c'est des compétences qu'il est temps de développer. Exactement. Oui. Exactement. Moi, ça rejoint un petit peu le message d'Amal, dans le sens démantelons la blanchité, voilà, renoncez à vos privilèges blancs. Et puis, c'est une responsabilité, certes, qui repose aussi sur l'individu, mais aussi, il faudrait aussi la déplacer aussi à une échelle aussi structurelle pour espérer pouvoir changer les choses. C'est toujours ça. Oui, oui. Et peut-être un mot pour clôturer. Barbare je suis, barbare je reste. Je reprends le titre de Louisa Yousfi et fière de l'être aussi. Magnifique. Oui. Alors. Like it. Merci. Super. Je redis parce que c'est aussi super important et vous avez cité des études, des ouvrages hyper intéressants qu'on mettra en ressources. Vous nous les donnerez Bien comme sûr. ça, on pourra faire un listing qui évidemment n'est pas exhaustif mais qui donne déjà une bonne vision relativement d'ensemble et puis on peut toujours pouvoir aller chercher plus loin de toute façon. Mais voilà, comme ça c'est aussi des références, je pense, qui sont chouettes à avoir. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup à vous Merci deux. à vous deux. C'était Encore et encore. un épisode magique. Riche. J'ai adoré, ouais. Merci. Merci. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis Oui, ces oui. 2 saisons. Vraiment, on sera encore là après. Oui. On Mais vous avec tiendra au d'autres courant. choses, exactement, d'autres nouveautés. Mais en tout cas, on voulait vraiment vous remercier tous nos invités pour leur gentillesse, mais ça a été tellement riche. Et ces rencontres. Voilà, Ouais. exactement. Et te remercie toi aussi, Oui. Mathilde. Comme d'hab. Et merci de nous avoir suivis et écoutés. Et on se dit à tout bientôt. Voilà. Merci. Bisous, ciao, ciao, merci. Merci.